Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de vous enseigner comment faire des jeux multijoueurs juste avec des entiers. Le principe de base, il vient de ce petit projet que j'avais fait il y a quelques mois d'ici, avant que les Cloud Var ne cassent niveau de Scratch. Vous voyez ici, si je vais voir dans les Cloud Var, ça va charger à l'infini, c'est cassé. Avant que les Cloud Var ne cassent, j'avais un jeu multijoueur qui ressemble à ceci. L'idée, c'est que si vous cliquez sur une chauve-souris, elle va disparaître chez tous les autres. Et si quelqu'un d'autre clique sur la chauve-souris, elle disparaît dans votre écran. L'idée ici, c'est que c'est un jeu multijoueur dont le principe de base est de cliquer avant les autres sur la chauve-souris. Donc ici, on a ce qu'on appelle un Cloud Var, qui est en fait un serveur synchronisé qui permet d'envoyer et de recevoir des entiers, simplement basé sur le nom de cet entier. Donc vous voyez ici que si je clique dessus, pouf, ben, il y a le temps qui change, et vu que le temps change, ben, là on va pouvoir détecter que le temps a changé, et donc on va pouvoir faire disparaître la chauve-souris. Le code de ce jeu multijoueur, vous allez voir, est extrêmement simple. Tada! Ça, c'est tout le code qui me permet de faire ce petit jeu où il faut cliquer le plus rapidement sur la chauve-souris. Le principe de base est assez bête. On a une chauve-souris qui se balade aléatoirement sur la carte, qui n'est même pas synchronisée au niveau du jeu multijoueur, hein, c'est juste elle se balade aléatoirement sur la carte. Et quand on va changer le score ici au-dessus, le temps de celui qui a cliqué le plus vite, on va attribuer un code à l'adversaire. Et donc du coup, si jamais quelqu'un a cliqué plus vite que vous, bah, ça veut dire que la communauté a gagné un point. Maintenant, si jamais vous cliquez sur la chauve-souris avant les autres, vous allez gagner un point et faire augmenter le score de tout le monde. Et ainsi, vous pouvez créer un jeu multijoueur où le but c'est de cliquer le plus vite possible sur une chauve-souris. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de transmettre un entier pour le score et de transmettre un entier pour le temps qui passe, qui a frappé le plus vite possible sur la chauve-souris. Si on arrivait à faire un jeu vidéo qui possède cette capacité de transmettre et de recevoir des entiers, eh ben, on serait en capacité de faire un jeu multijoueur qui se joue sur toutes les plateformes via juste des entiers sans devoir faire un jeu multijoueur complexe. C'est le principe de ce que j'appelle Upint.io. Upint.io, comme ceci, Upint.io, c'est un projet que je suis en train de créer. Et le principe de Upint.io, il y a Upint qui veut dire une API, une boîte à outils, et il y a INT qui veut dire entier, et IO qui veut dire in et out. Donc le principe, c'est de permettre d'avoir des serveurs sur le web qui permettent aux gens de transmettre et de recevoir des entiers et de faire des jeux multijoueurs dessus. Basé sur ce truc-là, ça veut dire que vous pouvez commencer à faire plein de choses. Vous pouvez faire de l'IoT, des multijoueurs, du contrôle à distance, du QA testing. Vous pouvez jouer à World of Warcraft, comme ceci. Vous voyez, par exemple, ici, je vais envoyer des entiers sur le réseau. Et l'ordinateur où se trouve World of Warcraft, quand il reçoit ces chiffres-là, va permettre de pousser sur les touches de WoW et de permettre de jouer à WoW. Vous voyez un peu l'idée, le concept de base, c'est ça. Maintenant, le truc, c'est que vous allez me dire, ok, mais comment on fait pour implémenter tout ça? Il y a une vidéo longue que j'ai faite mais que j'ai ratée et que je vais refaite de manière plus condensée et plus simple sur comment installer tout ça sur un Raspberry Pi. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un Raspberry Pi. Alors, laissez-moi retrouver l'image que je voulais vous montrer avec ça, c'était BAT. Voilà. Donc l'idée ici, c'est que je vous ai montré comment on faisait un jeu multijoueur avec des entiers. Et le principe de base, il est ici. Si on prend un Raspberry Pi, il a ce qu'on appelle un nom de domaine. Il peut être appelé comme ceci. Vous voyez, si vous écrivez Raspberry Pi 5 ou Raspberry Pi tout court .local, vous pouvez accéder au site web hébergé sur Raspberry Pi avec du Flask. Le truc, c'est que un Raspberry Pi, ça peut être plus qu'un site web, ça peut être aussi un NTP socket, un NTP serveur qui va gérer le temps. Et il peut avoir des WebSockets, c'est des sortes de petits sites web qu'on peut contacter pour faire des opérations dessus. Si vous faites ça, ça veut dire que vous pouvez faire un jeu qui, via des entiers, permettent à des cases de réalité virtuelle de jouer ensemble, mais permettent aussi à d'autres personnes d'interagir via les WebSockets sur l'entièreté des casques. Et donc l'idée est là. Basiquement, tout ce que j'essaie de faire, c'est de faire un petit Raspberry Pi que vous pouvez mettre sur un routeur chez vous et qui va vous permettre de faire des jeux multijoueurs locaux avec des casques, des téléphones, du JavaScript, du Python, ce que vous voulez.
basiquement tant que vous arrivez à contacter ce petit Raspberry Pi là-bas. Ça, c'est l'idée de base. Maintenant, si jamais vous désirez que ce jeu soit disponible en ligne pour d'autres personnes, il suffit d'ouvrir les ports du réseau de votre Internet et les gens vont pouvoir contacter votre Raspberry Pi et vous allez avoir un multijoueur qui est partageable avec la communauté. Si jamais vous dites moi j'aimerais bien l'héberger quelque part, il y a un site web qui s'appelle Pi-Hosting, ici, qui vous permet d'héberger des Raspberry Pi. Donc si je regarde à Pi-Hosting comme ceci, Best Hosting. On va aller sur leur site web. Voilà, j'essaie de retrouver la partie avec les Raspberry Pi. Laissez-moi juste le temps de retrouver ça. Raspberry Pi. Voilà. En gros, l'idée, c'est que vous pouvez venir ici, vous choisissez un Raspberry Pi que vous voulez héberger. Vous choisissez la version du Raspberry Pi que vous voulez, nous c'est Raspbian. Et vous pouvez louer pour une année à 200 €. Vous avez un Raspberry Pi qui va tourner en ligne. Et une fois que vous avez fini votre abonnement, ils vont vous renvoyer les Raspberry Pi. Donc en gros, il y a les 100 € de l'achat du Raspberry Pi, plus les 100 € qui vont permettre de l'héberger tout au long de l'année. Donc si vous voulez faire du jeu multijoueur avec des Raspberry Pi, c'est ça qui est cool. Le truc, c'est que vous allez me dire, ouais, mais si je joue à Raspberry Pi, autant le partager avec d'autres personnes. Et c'est justement le principe de Pintaio, c'est que vous pouvez mutualiser votre Raspberry Pi pour faire plein de parties ou permettre à plusieurs personnes d'utiliser votre Raspberry Pi. Ça, c'est le principe de base. Bon, allons plutôt directement dans le concret. Comment on fait en Unity pour pouvoir avoir un jeu de ce type-là? L'idée ici, c'est que d'abord, il faut que vous configuriez un Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, il tourne avec ce qu'on appelle Bookworm POS. C'est le nouvel OS de Raspberry Pi qui va vous permettre de contrôler à distance votre Raspberry Pi. Vous voyez, vous installez le Raspberry Pi, et vous allez pouvoir le contrôler à distance. En faisant 2-3 commandes, comme ça, vous allez pouvoir le contrôler à distance. Et ça donne quelque chose comme ceci. Hop, vous avez une petite fenêtre où vous allez pouvoir avoir vos Raspberry Pi contrôlables à distance. Ici, vous voyez, ça, c'est celui que j'héberge en ligne. Nous, celui qu'on veut, c'est celui que j'héberge chez moi. Ici, Raspberry Pi 4. Donc, je vais dire que j'aimerais bien partager son écran pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans ce Raspberry Pi. Une fois que je vous aurai montré comment le Raspberry Pi est un tout petit peu structuré, sans vous montrer comment on l'installe, évidemment, parce que ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, on ira dans Unity, on va l'utiliser pour pouvoir faire un jeu multijoueur. Mais la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que justement, ça va me permettre de vous montrer un peu le principe de base et comment on fait pour pouvoir interagir depuis l'extérieur de Unity pour pouvoir jouer avec les joueurs qui sont dans votre projet Unity. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a notre petit Raspberry Pi ici, qui a été installé, et il est contrôlable ici, comme vous pouvez voir, grâce à Raspberry Pi Connect, qui est une nouveauté depuis décembre. Ici, on peut partager l'écran, on peut accéder via le terminal. Le terminal, c'est ceci, qui va vous permettre d'installer et de faire plein d'opérations. C'est ça qui va vous permettre, par exemple, d'installer tout ce qu'il y a sur le Raspberry Pi. Et via le terminal, j'ai installé ceci. J'ai installé un NTP Server. Un NTP Server, c'est quelque chose qui va vous permettre de synchroniser le temps des appareils. Donc si on regarde sur Internet à ce que c'est NTP, NTP Server, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Vous voyez, on a des horloges qui vont discuter avec un ordinateur. Cet ordinateur va discuter avec d'autres ordinateurs, et ces ordinateurs vont discuter avec des ordinateurs. Ce qui fait que quand vous voulez savoir le temps, vous pouvez demander la question à n'importe quel de ces ordinateurs, et ça va vous répondre quel est le temps sur le laboratoire là au-dessus qui calcule le temps. Et donc en fait, notre Raspberry Pi à nous, il se situe plus ou moins ici. Il a discuté avec des ordinateurs qui savent discuter avec le temps, et il s'est synchronisé au niveau du temps. Ce qui fait que maintenant, nous, on peut lui demander, via les quests, via Unity, via les téléphones, quelle heure est-il? Et donc, en gros, ça veut dire que tous les appareils qui seront là auront la même heure que lui, qui est la même heure que lui, qui est la même heure que lui. Ce qui va nous permettre de faire un jeu dont le temps est le même sur le jeu vidéo. Et c'est très important parce que ça va nous permettre de faire des jeux multijoueurs assez intéressants où on n'a pas besoin de transmettre des données sur ce qui se passe dans le jeu parce que, basé sur le temps, on va faire arriver des choses dans le jeu. Ça, c'est une partie qu'on verra dans une autre vidéo, cette partie synchroniser le temps pour faire des actions dans le jeu. Nous, ce qu'on veut simplement faire, c'est simplement envoyer et recevoir des entiers via ce Raspberry Pi. Maintenant qu'on a un truc qui permet de synchroniser le temps,
Dans la vidéo sur l'installation, j'expliquerai comment on fait pour l'avoir. Et il nous faut un petit serveur qui permet de recevoir et d'envoyer des entiers. C'est le truc que vous voyez ici qui s'appelle Push ID. Ce petit truc-là, il va nous permettre... je vais vous montrer. Non, je vais peut-être pas vous montrer parce que ça va être trop compliqué. Mais basiquement, c'est lui qui va nous permettre de recevoir et de renvoyer des entiers. Le truc, c'est que pour pouvoir recevoir et envoyer des entiers, il faudrait que je sois sûr que vous êtes la personne qui a l'autorisation de jouer à la partie. Et donc, en fait, vous pouvez voir que ici, dans Autorisation, on a qui est autorisé au jeu. Vous voyez, si j'ouvre ce fichier-là, le numéro 42, le joueur numéro 42, c'est celui qui sait me prouver qu'il est possesseur de ce numéro. C'est ce qu'on appelle de la cryptographie. On a une clé publique qui permet d'accéder, qui permet de dire lui a l'autorisation de venir jouer sur le serveur. Et on a une clé privée qui permet de dire moi je suis réellement possesseur de cette clé publique. Et donc ici, on a ajouté la clé publique au serveur en disant j'autorise cette personne à accéder à mon Raspberry Pi chez moi. Le truc, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle de la cryptographie à elliptic curve, qui est celle que Ethereum utilise. Sauf que Unity, lui, il n'aime pas ça, et il utilise la version de C# qui s'appelle du RSA. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut du RSA pour pouvoir identifier qui joue à notre jeu. Le problème du RSA, c'est que il est pas facile à copier-coller dans un URL d'un site web, genre dans ces trucs-là. Et donc vous voyez que ici j'ai dû créer un format un peu particulier qui permet de stocker le RSA sans espace, sans accent, sans caractère, que j'ai appelé le pbit 4900 machin chose truc chouette. C'est basiquement juste on stocke en base 58 dans un format RSA, dans le format suivant ici, la clé. Donc, oubliez tous les détails de ça, c'est juste, ça me permet de dire, ce joueur sur Unity, j'accepte qu'il vienne jouer à mon serveur. S'il me dit, si c'est me prouvé qu'il est ce joueur-là, il peut venir jouer sur mon serveur. Et donc ici, je vais lui dire, si tu y arrives, tu auras le même numéro que l'autre, c'est moins 42. Donc il peut soit venir avec les petites curves, qui est plus pour les sites web, les navigateurs, soit il peut venir avec du RSA, qui est plus pour Unity, qui tourne sur toutes les plateformes du monde. Bon, admettons que c'est un gros fainéant et qu'il ne veut pas utiliser des clés RSA, il ne veut pas utiliser Ethereum parce qu'il préfère les bons vieux mots de passe. Vous pouvez stocker un mot de passe dans ce format-là. Vous voyez ici, si jamais je vais sur ce site web-là, admettons que mon mot de passe ce soit patate. J'ai pas copié le... Ah oui. Copier... Si je vais sur ce site web là, voilà, et que j'écris patate, potato, soudainement, vous voyez, il y a une sorte d'ID qui s'est créé ici. C'est ce qu'on appelle du H256, c'est-à-dire que sur les sites web, on ne va pas stocker votre mot de passe, mais on va stocker l'empreinte digitale de ce mot de passe. Si vous arrivez à me refournir cette empreinte digitale, bah, c'est que vous connaissez le mot de passe chez vous. Donc ici, si j'écris potato, voilà, en écrivant potato, on peut retrouver l'ID et donc du coup on peut prouver que la personne connaissait le mot de passe à l'origine. Donc du coup, si vous me fournissez potato, je peux savoir que vous êtes la personne que vous prétendez être. C'est vraiment pas une bonne idée parce que ça veut dire que n'importe qui sait que c'est potato va pouvoir rentrer à votre place et je vais pas pouvoir le contrôler, c'est pas la bonne idée. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle des clés asymétriques, ce qu'on utilise avec Ethereum et avec RSA et avec tous les autres crypto-monnaies, qui permet de ne pas devoir partager son mot de passe quand vous voulez faire des choses. Bon. Ça, c'était une parenthèse. Je ne vais pas aller plus loin sur le SH256 parce que c'est une mauvaise idée de vous l'enseigner. Donc nous, on a besoin de ça et de ça. Dans la vidéo où j'expliquais comment ça marche, ça devenait vite compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un utilisateur par défaut. Et les clés privées et publiques, je les ai toutes mises en mode défaut. Donc si jamais vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous voyez ici, il est mis défaut de private key dans le projet. Et dans le projet défaut de private key, vous voyez qu'on a les clés publiques, les clés privées, donc tous les mots de passe pour pouvoir s'authentifier. Donc si vous utilisez mon code, par défaut, il y a un utilisateur qui sera le -42 et qui utilisera toutes ces clés privées et publiques pour fonctionner. Donc sachez que voilà, si vous utilisez le serveur que j'héberge avec ces clés, vous serez en même temps que tous les autres. Donc nous,
ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir ce qu'on peut en faire de cette chose. Donc ici, regardez, on a donc notre serveur qu'on va utiliser ici avec ses clés privées, on a le temps qui est ici, et on a un client là-bas qui va nous permettre d'interagir avec ce serveur. Vous voyez ici, si je lance cette page web, hop, 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 il va charger une page web et il va essayer de se connecter sur le serveur qui est sur ce Raspberry Pi ici. Et vous voyez qu'il a réussi. On peut voir Hello, ça veut dire que le serveur, il a réussi à voir que le joueur possédait cette clé privée qui est liée à cette clé publique là-bas. Et il a réussi à l'identifier. Donc il dit, bon, c'est bon, je te laisse continuer, je te laisse jouer à mon jeu. Et donc ici, maintenant, vous voyez, si je clique ici, ça va envoyer des entiers et je vais les recevoir. Donc si là, j'envoie 101, ce qui veut peut-être dire commencer la game, 102 qui veut dire stopper la game. On peut avoir mission complete, mission 2, complete, 3, etc. On peut faire atterrir un astéroïde sur le vaisseau du joueur. On peut déclencher ou arrêter l'alarme. Tout ça en envoyant juste des entiers. Donc par exemple, ici, si j'envoie l'entier 102, ça va activer le bouclier. Si j'envoie le 202, ça va arrêter le bouclier. Vous voyez un petit peu l'idée de base. Alors, si vous devez synchroniser le temps entre votre utilisateur et le serveur, il suffit d'envoyer un certain entier qui est le 2501 et il va essayer de synchroniser le temps. En fait, ce qui se passe, c'est que certains codes, tels que celui-ci sur le web, ont du mal à connecter au serveur qui gère le temps. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'envoie un entier et j'attends de le réceptionner pour deviner le décalage entre moi et le serveur. Ça va détail. Tout ça pour dire, là, basiquement, si vous avez installé un Raspberry Pi chez vous avec l'autre vidéo et que vous utilisez le client, soudainement, vous pouvez déjà faire des jeux multijoueurs avec du JavaScript. Tada! Magnifique. Alors, le truc, c'est qu'il y a un autre client ici qui fonctionne en Python, vous voyez là-bas, qui va nous permettre de faire des jeux multijoueurs en Python. Donc ici, je vais ouvrir ça avec... Et j'ai pas installé Visual Studio. Non, donc du coup, on va juste l'ouvrir. On va ouvrir le terminal ici. On va faire CD et on va aller à l'endroit CD. On va aller à l'endroit où se trouve le script. On va faire Python ici et on va faire run client.python. Voilà. Il ne l'a pas exécuté. Ah si, il a exécuté, voilà. Voilà. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc basiquement, vous voyez ici, il a d'abord essayé d'identifier via les fameuses clés dont je vous parlais, si vous êtes autorisé à venir sur le serveur. Vous l'êtes vu que je vous ai mis par défaut les clés dont je vous ai parlé. Il a vérifié que vous l'êtes. Il a vérifié que tout est valide. Il a essayé de contacter le serveur. Le serveur lui a répondu Hello 42. Et donc à partir de maintenant, vous pouvez envoyer des chiffres. Vous voyez ici, si j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, je fais Enter. Il va envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc ici, hop, 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 attendez, parce qu'il n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si je vais sur la page web, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadam! Donc ici, si j'envoie 101 ou 201, on peut voir que on va recevoir ici 101 et 201. Donc là, on vient de faire une première communication entre un script Python et un script Java qui tourne sur une page web. L'idée ici, c'est que sur ce code-ci, il y a un tout petit serveur local qui tourne et qui écoute au message. C'est le serveur toutoulou ici. Vous voyez? UDP listener, ta. Il y a certains langages, tels que les langages proches de la machine, qui ne sont pas habitués à envoyer des messages sur le réseau et qui n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc en gros, si vous envoyez un message UDP, c'est une sorte de petit message que vous pouvez envoyer en disant tiens, prends, avec l'entier dedans et que vous l'envoyez à ce port-là, eh ben, il va prendre votre entier, l'envoyer sur le serveur et il va faire une sorte de relais. C'est comme si on avait une sorte de porte. Moi, j'appelle ça des gates parce que ça ressemble un peu à ceci. Gate, Trigun. Image. J'ai un peu cette image de Space
Ship. Hyperespace. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle des gates. Vous voyez, votre message UDP, il est là. Il arrive à la gate. Et la gate, elle connaît la cryptographie, donc le mot de passe et l'identifiant qui vous permet de dire que vous avez l'autorisation de passer. Et cette gate va pouvoir recevoir des messages qui, grâce à la cryptographie, va pouvoir dire « j'autorise ce message à rentrer ». Donc ça veut dire que là, avec l'UDP, vous pouvez juste envoyer un petit message « peux-tu envoyer le numéro 63 ?» La gate va regarder, elle va faire « oui, je contacte le serveur ». Elle va envoyer 63. Et puis du coup, vu qu'elle a contacté le serveur va renvoyer 63 à tout le monde, dont vous. Et donc il va revenir et pouf, le 63 va arriver ici, il sera validé, vous allez recevoir le 63. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement faire des jeux multijoueurs sur tous vos ordinateurs, sur toutes vos machines, qui utilisent cette espèce de serveur WebSocket pour pouvoir transmettre des entiers et les recevoir. C'est le principe même de ce que j'essaie de créer, qui s'appelle Upint.io. À partir de ce moment-là, ça veut dire que on peut envoyer des messages et ils vont être réceptionnés dans Unity. Et comment on fait pour réceptionner dans Unity? Il va falloir utiliser mon outil. Donc ici, on va mettre celui-là de côté pour le moment. On va aller sur la page, le landing page, l'endroit où vous devez commencer si vous voulez utiliser cet outil. Et dans cet outil, je vous dis, d'abord, il vous faudra installer le Integer Server, le NTP et le fameux client pour que vous puissiez voir que tout fonctionne bien. D'accord? Si jamais vous avez besoin d'installer Raspberry Pi, vous aurez besoin de Raspberry Pi Connect et SSH, donc il y a un petit tuto sur comment on utilise ça là-bas. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir ici. Quand vous arrivez ici, ce que je vous dis, c'est que normalement, si vous avez configuré comme je vous le demande, vous aurez un Raspberry Pi local, donc un petit Raspberry Pi qui sera contactable au niveau du réseau local où vous vous trouverez. Et ce réseau local, ce sera Raspberry Pi.local. Ça, c'est pour le serveur NTP, le serveur qui synchronise le temps. Sauf que pour le serveur où on envoie des entiers, ce que j'appelle des AID pour Index Integer Date, on va l'envoyer sur le petit serveur qui se trouve là-bas. WS, c'est pour WebSocket. Raspberry Pi.local, c'est votre Raspberry Pi. 4615, c'est ce qu'on appelle un port. C'est l'endroit où on va envoyer le message et le recevoir. Donc c'est l'endroit où on va renvoyer un message, faire une connexion, une sorte de tunnel entre vous et le serveur. Si jamais vous utilisez un Raspberry Pi, vous avez ça qui est utilisable. Mais si jamais vous n'en utilisez pas parce que vous ne savez pas comment le faire et que vous dites j'ai envie d'utiliser le serveur d'Eloi, sur upint.dns.net, j'ai le fameux Raspberry Pi qui est hébergé là-bas. Ce fameux Raspberry Pi. Et ce Raspberry Pi qui est hébergé ici, il va vous permettre de faire des opérations dessus de manière publique. Donc en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que plutôt que d'utiliser Raspberry Pi.local, vous pouvez utiliser upint.dns. Donc ici, si vous ne savez pas installer le Raspberry Pi, utilisez ça. Et si vous savez utiliser un Raspberry Pi, utilisez plutôt chez vous. Au moins, vous êtes sûr que les données ne sortent pas, vous avez un temps de latence qui est moindre, vous maîtrisez ce que vous faites. Basiquement, c'est mieux que vous ayez votre propre Raspberry Pi. Mais voilà. Ok. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller dans Unity et l'utiliser. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de créer un projet Unity. Ici, je vais juste écraser ce que j'ai fait tantôt. Hop, hop. Voilà. Pour ne pas avoir quelque chose qui est là quand vous démarrez. Donc, vous devez créer un projet Unity en URP, par exemple. Ici, moi, j'ai pris Unity 6. Normalement, ça devrait fonctionner sur 2022, si vous êtes toujours sur 2022. Et dans ce petit projet, il va falloir rajouter des boîtes à outils qui permettent de comprendre ce que c'est un entier, qui permettent de comprendre ce que c'est du RSA, qui permet de comprendre ce que c'est le fait d'avoir des mappings d'entiers. Vous voyez que tout ça, ça sert à ça. Vous voyez ici, ça c'est pour permettre de comprendre ce que c'est une clé asymétrique. Ça c'est pour comprendre ce que c'est du RSA. Ça c'est pour comprendre ce que c'est un serveur qui gère du temps et récupérer la différence de temps entre votre machine et l'ordinateur distant, donc notre Raspberry Pi. Ça va nous permettre de faire une connexion avec le WebSocket
donc avec le fameux serveur. Et ça va nous permettre de savoir comment on fait pour s'authentifier avec de l'Ethereum, de la RSA sur le WebSocket. Donc, basiquement, vous comprendrez que tout ça, c'est des petits outils qui vont permettre de mettre en place le réseau multijoueur sans que vous deviez réfléchir à comment on le fait. Donc, on va copier ce paragraphe ici. On va aller dans votre petit projet et on va faire clic droit dans Asset, ici, Show. On va aller dans Package, dans Manifest, et on va aller rajouter les fameuses lignes de code qui sont sur la page web. Ici. J'ai oublié une virgule. Voilà. Donc là, j'ai à dire, peux-tu apporter toutes ces petites boîtes à outils open source sur le web et les mettre dans le projet pour qu'on puisse faire un jeu multijoueur en type lobby. On sauvegarde, on revient dedans, et là, il va retélécharger tout ça. Et on va pouvoir l'utiliser une fois qu'il aura téléchargé tout ça. Donc on va attendre. Pendant qu'il cherche tout ça, vous avez la doc et les liens qui se trouvent ici, sur tout ce qu'ils font et ce qu'ils font. Et une fois qu'on aura fait notre serveur, on va devoir refaire la même étape pour rajouter un exemple de comment on fait pour utiliser tout ça. Et ici, il y a Int Lobby Spaceship. C'est un exemple de comment on l'utilise. Mais je ne l'ai pas mis dans le même batch parce que ça va permettre d'avoir le minimum pour fonctionner. Et ça, c'est juste une manière de l'utiliser. Alors, je retourne dans le truc. Ok, il a chargé. Donc, on peut voir maintenant qu'ici, il y a normalement des outils en plus. Vous voyez ici, on a le truc de RSA. On a tout WebSocket ID Client. On a tout plein de trucs qui ont été ajoutés. Si on va dans Package Manager ici, comme ceci, on peut voir que vous avez dans votre projet Unity un truc qui s'appelle Package Eloistré qui possède toutes ces petites boîtes à outils ici qui vont vous permettre de faire ce qu'il y a à faire. Dans celle-là, il y en a une qui s'appelle Setup, ici, INT Lobby Setup. Et vous pouvez voir que dedans, il y a ce qu'on appelle un sample. C'est une sorte de bout de code qui est préparé pour vous, que vous avez juste besoin de copier-coller pour faire fonctionner les choses. Donc on va cliquer sur Importer le sample. Et là, il va importer tout ça dans notre petit projet. Vous voyez qu'ici, il m'a créé un sample avec Integer Lobby Setup, la date de la version et la démo. Donc si j'ouvre la démo, tada, on a un truc qui est tout prêt, tout propre. Alors, ici, on a ce préfab-là, client à ID Lobby, et dans ce préfab-là, il y a toute la complexité de savoir se connecter, de savoir gérer le timer, etc. Donc, du coup, c'est justement à ça que sert cet outil, c'est à ne pas devoir y réfléchir. Ici, basiquement, un pop-up, si vous cliquez sur celui-là, sur client INT Lobby, vous pouvez voir que je vous laisse le choix. Vous avez le choix d'utiliser localement votre Raspberry Pi ou le choix d'utiliser le Raspberry Pi qui est en ligne. Et alors, vous pouvez voir ici que soit vous le faites local, soit vous le faites en ligne, soit vous dites, ben, s'il y a Internet, j'utilise celui des lois, s'il n'y a pas d'Internet, j'utilise le mien qui est local. Évidemment, vous pouvez changer les paramètres ici et utiliser les vôtres. Si vous voulez héberger votre Raspberry Pi, vous pouvez héberger votre Raspberry Pi ailleurs. Si vous voulez utiliser un autre truc que votre Raspberry Pi local, changez ici, vous pouvez mettre upint.local. C'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez mettre dedans. Set awake, ça veut dire qu'au tout démarrage, au moment où on va démarrer, on va exécuter ça et aller configurer tout ce qu'il faut. Et là, il va vous dire celui qu'il a réussi à sélectionner. On va faire play. Donc là, je lui ai dit d'essayer de se connecter d'abord à Internet, puis à mon Raspberry Pi. On attend que ça charge. Voilà. Donc là, il a dit j'ai Internet, donc je me suis connecté à celui qui se trouve là-bas, ce qui est pas correct. Normalement, c'est l'autre qu'il aurait dû prendre. À mon avis, ça, c'est juste mon code qui est un peu foireux. Je vais aller regarder auquel il s'est connecté. Il s'est bien connecté à Internet. Donc ici, c'est juste moi qui ai fait une connerie. Je vais aller le changer. Mais basiquement, vous pouvez voir que si on va voir dans les options, il a choisi. Je crois qu'il a échoué en fait. Parce que c'est pas Pintaio.dns. Ah si,
J'ai mis Upintaio pour DNS. Ah bah oui, c'est normal, c'est normal. J'ai rien dit, c'est normal. Parce que mon serveur s'appelle Upintaio. Et ce qui se passe, c'est que vu que c'est un numéro un peu chiant à devoir retenir, j'ai créé ce qu'on appelle un DDNS, c'est-à-dire une sorte d'adresse qui dit c'est là-bas qu'il est sur mon serveur. Donc basiquement, il a fait attends, hop. Pourquoi il s'est désactivé? Bon, je vais faire play, on va le faire fonctionner. Youp, 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 youp. On va attendre. Voilà. Donc on a dit, connecte-toi à Ethernet, s'il y a Ethernet, sinon tu te connectes à mon Raspberry Pi. Donc là, il a fait, ok, bah, je vais essayer de me connecter à Ethernet. Et du coup, il est allé ici et il a dit, je me connecte à Ethernet. Donc lui, il a fait, ok, bah du coup, je vais aller sous le serveur et je vais aller essayer de me mettre en connexion avec lui. Donc il va dire, ok, bah c'est bien, est-ce que j'y suis arrivé? On peut voir que ici, il est mis ready to be used. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il a dit au serveur, hey, petit serveur, bonjour, j'aimerais bien me connecter au serveur. Le serveur, il a fait, ok, bah prouve-moi que t'es qui tu es. Tu vois ce petit bout de texte là-bas? Tu peux me le signer avec ta cryptographie RSA. Donc pour me prouver que tu possèdes bien la clé privée qui prouve que tu es la personne. C'est comme une sorte de carte d'identité. Quand vous mettez votre carte d'identité dans un boîtier et que vous validez la carte d'identité, c'est ça qui se passe. On prend un message, on le signe, et si vous arrivez à le signer, c'est que c'est vous qui possédez cette carte d'identité. Donc en gros, moi ce qui se passe, c'est que je lui ai dit, bah oui, regarde, voilà la clé, et voilà mon adresse publique, et voilà la signature qui prouve que je l'ai signée. Le serveur, il va regarder ça, il va faire effectivement, tu es bien la personne qui possède cette clé RSA privée. Et donc, du coup, dans mon serveur, j'ai remarqué que tu étais le joueur numéro 42 pour cette clé dans laquelle que tu utilises. Donc, du coup, bah, bien le bonjour, hello, numéro 42, tu joues au nom de ce compte là-bas. Alors, vu que ma clé privée, je l'ai liée à un compte Ethereum, bah, il te dit bonjour numéro 42, voici ta clé Ethereum, je reconnais que tu viens jouer au nom de ce joueur-là. Magnifique. Donc là, la connexion, elle est valide, elle est établie, vous êtes le joueur numéro 42, parfait. C'est-à-dire qu'on peut commencer à envoyer des messages. Ici, vous voyez qu'on a deux petits autres objets. On en a un qui s'appelle push et un qui s'appelle listen. Donc ici, ça c'est une petite classe statique. Static int lobby mono push to lobby. Et celle-là va nous permettre de pousser des données. Le truc, c'est que, je vais aller désactiver celui-là. Le truc, c'est que du coup, on peut pousser des entiers simplement ici en envoyant une donnée. Donc vous voyez ici, si je dis que je veux envoyer de 0 à 100 la valeur, je peux faire clic droit et je vais dire envoie de 0 à 100. Et il va envoyer 72. Vous voyez ici, 95. Il l'envoie sur le serveur le réceptionne, il le renvoie à tous les gens qui écoutent, et donc vous-même aussi, et donc on reçoit le 95 ici. Vous voyez? Donc ici, si mon but c'était d'envoyer le chiffre 31418, 31418 est envoyé au serveur, il est réceptionné, et tada, on l'a ici. Bon, ce qui se passe, c'est que nous, là, c'est bien beau, mais on aimerait bien le faire avec le Raspberry Pi qui se trouve sur mon réseau local. On n'a pas envie de le faire avec le serveur en ligne, on veut le faire avec le Raspberry Pi local. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va dire, peu importe qu'il y ait Ethernet ou pas, je veux que tu te connectes avec celui-ci qui est le Raspberry Pi local. On va faire play. Voilà. Il va du coup faire exactement la même chose. Il va essayer de contacter le Raspberry Pi local. Il va vérifier votre identité. Voilà. Donc il va dire, bah, on va essayer de se connecter avec celui-là. Il va aller le donner ici à lui, qui lui-même va aller le donner à lui. Et il va dire, peux-tu essayer de te connecter sur ce Raspberry Pi? Le Raspberry Pi va vous donner un numéro. Vous allez le signer. Et apparemment, sur le Raspberry Pi local, votre ID a bien été ajouté, donc il est connectable. Donc ça veut dire que maintenant, vous êtes connecté sur le même Raspberry Pi que celui qu'on a eu plus tôt dans la vidéo.
Et vu qu'on a utilisé les mêmes clés privées sur le serveur, on a le même numéro, le -42. Et donc on va pouvoir envoyer des entiers et recevoir des entiers en tant que -42. Donc regardez, je vais aller ici. Et ici, je vais simplement envoyer un chiffre. Je vais envoyer le chiffre qui s'appelle 456. Donc je vais dire, vas-y, envoie le chiffre 456. Il envoie le chiffre 456. J'ai bien réceptionné 456 sur Unity. Ici, on va voir sur mon Raspberry Pi. Hop, hop, hop. Youh 456. Donc on a réceptionné 456 sur le script Python qui se trouve là-bas. Ici, on va voir sur le site web, le numéro 42 vous a envoyé 456. Tada! Donc en fait, ici, on a réussi à créer une sorte de tunnel, une sorte de pont entre ton script Python qui va gérer les lumières, l'électricité et tous ces trucs-là sur le Raspberry Pi, le script JavaScript qui te permet de très facilement éditer les choses. Donc tu vois, ici, si on regarde à l'intérieur du code, voilà, ça ressemble à ceci. On a ici un body. Dans le body, on a juste ici des boutons. Voilà. Et on dit, si mon bouton il est cliqué, veux-tu bien envoyer le chiffre 602 sur le réseau? Lui, il va faire, ok, bah, je vais les voir dans les scripts qui se trouvent ici au-dessus. Alors les scripts, je crois qu'on ne peut pas les voir quand on est à l'intérieur, si on le voit ici. Voilà. Qui va arriver ici, il va faire, peux-tu envoyer... J'essaie de l'agrandir. Peux-tu envoyer l'entier sur le petit serveur réseau? Voilà comment il se stocke avec des 1 et des 0. Et envoie-le sur ce qu'on appelle le WebSocket. Tu peux me l'envoyer. Et ça, ce fameux WebSocket, il a réussi à se connecter. Pourquoi? Parce qu'on a stocké la clé privée dans la page web, ce qui est très très dangereux de stocker une clé privée dans une page web, parce que basiquement, c'est-à-dire que tout le monde peut y avoir accès. Mais ici, vu que je l'ai rendu de toute façon public, que je l'ai donné par défaut comme utilisateur par défaut de mon serveur, c'est pas trop grave. Mais si vous faites vraiment ça, il faut que vous fassiez une sorte de formulaire ici, où la personne doit rentrer sa clé privée pour pouvoir interagir. C'est pour ça que j'ai créé ce qu'on appelle un coaster, c'est ce qu'on appelle un dessous de bière, une lettre de marque. Ce qui se passe, c'est que si vous faites voler cette clé-là, vous ne faites pas que voler votre compte Ethereum. Vous faites voler la clé privée qui agit au nom du compte MetaMask, de votre compte Ethereum où il y a de l'argent. La raison pour laquelle j'ai créé ce système de cette manière-là, c'est parce que ça va me permettre par la suite de faire des jeux vidéo et des services qui permettent de rétribuer les utilisateurs. Donc si vous jouez à mon jeu vidéo, je vais pouvoir vérifier que vous avez une clé Ethereum. Et ça veut dire que si vous avez une clé Ethereum et que vous jouez à mon jeu et que vous gagnez une partie, bah, je peux prendre de l'Ether et vous l'envoyer, simplement. Et donc en fait, la clé RSA et la clé Coaster de lettre de marque, si elle est volée, vous ne faites pas voler votre argent. Mais moi, en tant qu'utilisateur, vu que je sais que vous jouez au nom de ce joueur, bah, je peux vous envoyer de l'argent. C'est un peu ça le principe de base, mais j'expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est ce principe-là. Vous voyez qu'ici, on a stocké la clé privée. C'est ça qui va nous permettre de s'authentifier sur le serveur. Remarquerez qu'ici, bah, pareil, on a une adresse à donner. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que par défaut, vous vous connectez au Raspberry Pi local. Et ici, on a cette fameuse méthode ici qui va dire, bah, si jamais je reçois un message qui commence par signer, je vais aller signer le message et lui retourner. Comme ça, il va pouvoir savoir qu'il a la bonne personne en face. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir commencer à envoyer des entiers et interagir avec le serveur. Voilà, donc ça, c'est la partie JavaScript. Pour la partie Python, c'est le même principe. On a le petit script Python qui se trouve là-bas. Ça, c'est HTML. Vous voyez ici, si on ouvre un peu le script Python, on a en fait des apports qui vont apporter le Web3. Et dans l'apport, on va dire, peux-tu aller vérifier dans les dossiers là-bas s'il a bien une clé privée et qu'il a bien une clé de lettre de marque, c'est-à-dire qu'il joue au nom de cette clé privée-là. Et si c'est le cas,
et bah c'est bon, on va pouvoir jouer sur le serveur qui se trouve ici. Vous voyez ici, si vous laissez ces lignes-là, ça va être local, et si vous mettez ces lignes-là, ça va être en ligne. Donc ici, on va dire, bah, veux-tu bien jouer sur ce Raspberry Pi là, niveau du temps, et sur ce Raspberry Pi là, niveau de l'échange des entiers. Le truc, c'est que, comme je disais, j'ai besoin de pouvoir faire des petits trucs avec de l'électronique et avoir d'autres appareils, donc ça je vais le passer pour cette vidéo-là. Ici, c'est bien bon, il va aller lire votre clé. Il va aller se connecter au client pour savoir combien il y a de décalage entre votre Raspberry Pi et ce script-là, qui peut tourner n'importe où, hein. Il n'est pas obligé de tourner sur le Raspberry Pi, il peut tourner sur un autre ordinateur, Windows et autres. Ici, une fois qu'il aura fait ça, il va devoir faire une connexion avec le serveur, c'est ça qu'il va faire ici. Il va faire... Je regarde s'il y a une manière facile de l'expliquer. Vous voyez ici, il va utiliser Tornado qui permet de faire des WebSocket serveurs. Il va faire un WebSocket ici. Et il va dire, peux-tu te connecter au serveur? Et ici, il va dire, j'écoute au message. Si je reçois le message signe 2 points, c'est que je dois signer une signature pour prouver que je suis moi. Je vais prendre la signature, je vais la signer avec le wallet, c'est-à-dire le code en elliptic curve qui est la cryptographie de Ethereum. On va aller signer le message pour dire je suis bien la personne que je prétends être. Et si c'est le cas, et ben en fait le serveur va me laisser rentrer et on va pouvoir commencer à envoyer des entiers. Tada! Donc voilà, l'idée de base est très conne, hein. Il faut savoir l'adapter à tous les langages, mais elle est très conne et elle ressemble à ceci. Et donc, voilà. Donc on a pour le moment une page web qui nous permet d'interagir avec Unity. Si je fais stop ici, si je mets stop ici, on va voir que dans Unity, j'ai reçu 202. Ici, on a reçu 201. Tadam! Maintenant, comment on fait pour faire un jeu vidéo à partir de ça? On va aller sur le site web et on va choper ce petit bout-là. Donc ce petit bout-là, c'est la démo de comment on peut utiliser tout ça. Donc on va aller montrer dans Show in Explorer. On va aller dans Package, on va aller dans Manifest. Et dans Manifest, on va aller rajouter cela. Alors, vous pouvez voir qu'il y a un petit doublon ici, parce que celui-là se trouve dans les deux. En fait, c'est la façade INT Lobby. En fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire des exemples, j'ai pas besoin d'avoir toute la partie réseau. J'ai juste besoin de pouvoir envoyer et recevoir des entiers. Donc j'ai créé ce qu'on appelle une façade. C'est juste une sorte d'interface entre les deux qui permet de dire bah, si ça marche ici, ça marchera quand je rajouterai tout ça. Donc ici, on n'a pas besoin de l'avoir double, donc je vais le retirer. Je sauvegarde, je reviens dans le projet. Voilà, donc là il va charger les fameux codes d'exemple dont je viens de vous parler. En espérant que ça se passe bien, qu'il aille bien tout à jour. Voilà. Maintenant que j'ai ça qui est à jour, je vais pouvoir aller chercher l'exemple. Donc on va aller dans Package Manager. On va aller dans... Vous voyez Spaceship quelque part? Ici. Vous voyez que je ne l'ai pas encore renommé en Illustrator, donc vous, il sera dans Illustrator. Mais il y a un truc qui s'appelle INT Lobby Sample Spaceship. Et dans Sample, on peut voir qu'il y a Sample. Donc on va faire apport. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'on a un deuxième apport ici, c'est celui de la démo. Donc je vais aller ouvrir la scène de démo. Et je ne vais pas sauvegarder. Et là, on va pouvoir voir que j'ai une petite démo du jeu. Vous voyez qu'ici, on a un vaisseau spatial avec un bouclier. Et on a ici notre fameux sample. On a INT-in qui hérite de static INT-lobby listen. Donc lui, il va pouvoir recevoir des entiers et donc faire des actions sur le vaisseau quand il reçoit des entiers. INT-out, static lobby push, qui va permettre de pousser des entiers vers l'extérieur. Et ces trucs-là vont permettre d'interagir avec ceci. Vous voyez ici que quand j'ai le in, je vais recevoir un entier. Et je vais le donner au broadcaster. Le broadcaster, il va faire voici tous les enfants qui sont là-bas, qui attendent un entier pour pouvoir faire des choses, telles que le bouclier, tel que le game time et des trucs comme ça.
Et donc en gros, si tu me donnes un entier, je vais aller leur donner à eux. Donc ici, on va faire play. Comme ceci. Alors, vu qu'on n'a pas mis le réseau, là, il fonctionne sans réseau. Donc on va aller dans Out, ici. Est-ce qu'on a un entier à distribuer? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un. Je vais faire poup, poup, poup. Voilà. Non. Je vais faire tic. Voilà. Donc, basiquement, je vais dire, si jamais je demande ici d'invoquer cette action-là, je vais appeler le push et je vais faire une action de pousser vers. Attendez, je réfléchis 2 secondes. De pousser vers le lobby. On veut pousser quelque chose vers le lobby. Voilà. Cette action, ça va être d'écrire 201. Pourquoi 201? Parce que si on va voir dans notre fameux truc, ici on avait dit 201 c'est arrête le jeu. Alors c'est 202 pour arrêter le bouclier et 200 et 102 pour l'activer. Donc on va plutôt mettre 202. Ici je mets 202. Je fais play. Hop, hop, hop. Je clique ici et je fais pousser. Il envoie 202 sur lobby. Et lobby, normalement, devrait le recevoir ici dans le truc là-bas. Sauf que ça n'arrive pas parce que j'ai pas mis de serveur qui écoute. Mais normalement, on aurait dû recevoir 202 ici. Donc c'est pas grave, je vais corriger ça pour la vidéo suivante. Mais basiquement, on aurait dû recevoir 202 ici. Je dois rajouter un simulateur de serveur ici. Ce que j'ai pas fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Donc une fois qu'on va recevoir le 202, il va pousser sur refresh list. Et il va envoyer ça dessus et le truc va se désactiver. Bon, vu que ça marche pas en simulation, désolé, je vais directement apporter le serveur. Donc ici, vous voyez, dans la scène de démo du serveur, ici, on avait ce fameux truc-là. Et ce fameux truc-là, en fait, il va contacter un certain gars. Je regarde où est-ce qu'il est. Static INT Lobby. Vous voyez ici, il y a Static INT Lobby. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il va recevoir un entier, ou à chaque fois qu'il doit envoyer un entier, ici, il va en fait utiliser Static Lobby pour le diffuser dans Unity. Donc du coup, vous allez recevoir et là, mais aussi ici et là-bas. Donc je vais faire play. Voilà. Il va aller se connecter à qui de droit. Voilà. Donc là, on peut voir que mon lobby, je lui avais demandé apparemment d'aller sur Ethernet, donc il s'est connecté à Ethernet. Et je vais pouvoir lui envoyer des entiers. Donc ici, je vais aller dans... Où est-ce qu'on l'avait mis? Nous, on avait mis dans ça, dans Out. Hein. Ouais, ici. J'envoie l'entier et le bouclier est désactivé. Parce que vu qu'on l'a envoyé, il est arrivé sur le Raspberry Pi qui est hébergé en ligne. Le Raspberry Pi qui est en ligne, il est envoyé à tous ceux qui écoutent. Donc moi-même. Il a reçu 202 ici. Le 202 a été envoyé là-bas. Il a été envoyé sur tous ceux qui écoutent, dont le bouclier. Ici. Et dans le bouclier, on peut voir que j'ai dit, bah, si je reçois 202, je désactive le bouclier. Si je reçois 102, je vais activer le bouclier. Donc, admettons que je veux désactiver la lampe qui se trouve là-bas. J'ai fait ici un truc qui s'appelle switch. Et donc ici, si on veut désactiver la lampe, il faut envoyer 208. Donc je vais ici, je mets 208, je pousse 208 sur le réseau,
Et tous les joueurs vont recevoir 208, et donc la lampe vient de se désactiver ici. Si j'envoie 108, je pousse sur le réseau, et la lampe vient d'être réactivée. C'est-il pas beau? Alors, le truc, c'est que vu qu'on est sur un réseau qui n'est pas propre à Unity, ça veut dire que si vous avez un jeu Godot, on aurait pu faire un jeu Unity qui parle avec un jeu Godot. Si vous avez un jeu Unreal Engine, on pourrait faire un jeu qui fonctionne et dans Godot et dans Unreal. Et si vous avez... Laissez-moi prendre le temps de vous montrer ça. Yop, 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 yop. Si vous avez une lampe comme ceci, vous pourriez changer la couleur de la lampe basée sur le petit numéro qui vient d'être envoyé. Vous voyez, ici, on a light. Je vais revenir en arrière. Screen. Voilà. Vous voyez que ici on a light ambiance. Et light ambiance, il me dit, si jamais tu me donnes le numéro 700, je vais changer la couleur d'ambiance à rouge. Si tu m'envoies 701, je vais changer la couleur d'ambiance à vert ou à bleu. Tadam! On va essayer. Hein. Je vais mettre 703. Et il va changer en orange. Tadam! Parce que 703, c'est de l'orange. Donc ça veut dire que si ma lampe était connectée à ce script Java, ce que je vais faire, ce script Python, ou ce script JavaScript ou Python, on aurait pu aller dire que la lampe dans ma pièce serait orange. Donc on aurait le jeu en orange et la pièce en orange. C'est-il pas beau? Alors, le truc c'est que ici, j'ai fait l'erreur quand j'ai changé de scène de ne pas sauvegarder. Et donc ici, on va le mettre en LUN pour que ça fonctionne en local. Donc ici, je mets bien en LUN. Je vais aller chercher mon petit Raspberry Pi qu'on a fait tantôt. Ici. On va essayer de le mettre à côté. Voilà. Alors, je pousse sur Shield Off. Et il n'a pas envoyé le message. Pourquoi il n'a pas envoyé le message? Pom 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 pom, parce qu'à mon avis, il ne run pas en arrière-fond. In, out. Ta 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 ta, je réfléchis 2 secondes. Laissez-moi le temps de réfléchir 2 secondes. Raspberry Pi. Il envoie des données, mais... Attendez, je vais juste clear. On va aller désactiver celui qui envoie aléatoirement des données. Qui est ici. Voilà. Lui, il va aller vérifier LAN et il va aller s'y connecter à Raspberry Pi, celui dont on parle. Et alors, il y a juste un truc que je vais aller changer dans Build Setting. Parce que ça peut avoir de l'importance. Dans Player Setting, il y a un truc qui dit je tourne en arrière-plan. Run in background. Vous voyez run in background? Non, c'est dans... Ici, run without focus. Ici. Très important. Et alors sur Windows, c'est pareil. C'est tourne sans... dans le visible in background. Running background. Ok, ça. Voilà. Juste pour être sûr que ça pose pas problème. Bon, dans la théorie, ça devrait marcher. On va essayer. Hein. Bon, vu que j'ai un petit problème ici au démarrage, il est possible que ce soit dû à ça. On va voir. Le code n'est pas parfait, je vais le changer au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois pour être sûr que tout soit parfait. J'essaye que ce soit le plus propre et le plus fonctionnel possible, mais bon, l'informatique, c'est jamais simple. Donc ici, normalement, il a détecté qu'il avait Ethernet, mais vu que je lui ai demandé LAN, il aurait dû normalement charger LAN. Donc il a été contacté client. Client, il a reçu Raspberry Pi. Raspberry Pi, il a été du coup dire à l'autre de se mettre en Raspberry Pi. On peut voir qu'il a été chercher le temps de décalage entre moi et le Raspberry Pi.
Ici, il a bien reçu qu'il voulait se connecter sur le Raspberry Pi. Il a bien établi une connexion avec lui. Donc normalement, on peut recevoir des données. Donc ici, lui, vu qu'il s'abonne sur Ethernet, il devrait pouvoir envoyer et recevoir des données. Si je fais Avoc, on voit que 102 est envoyé. Le in, il a reçu 102. Et donc là, il a désactivé. Donc maintenant, si je vais voir sur le Raspberry Pi, on peut voir qu'il y a le 102 qui normalement a été activé. Donc hop, hop, hop. Voilà. Si je fais 101, 102 ici, on va pouvoir activer et désactiver le bouclier. Si je veux activer la lumière, ici, on a normalement... Ah, je ne l'ai pas dans celui-là. Je crois que je l'ai mis en ligne sur le réseau en ligne. Je vais vous montrer ça, c'est assez marrant. Donc ici, si on va sur client Python Java, en fait, mon script, il est hébergé sur GitHub. Donc ma page HTML, elle est hébergée sur GitHub. Donc la clé privée est publiquement sur GitHub. Ce qui veut dire que la page, si vous la mettez en mode site web, elle est hébergée sur Eloi GitHub, Si j'ouvre ici, voilà. En fait, il a pris la clé privée, il s'est connecté au serveur Raspberry Pi. Alors attention que pour se connecter à un serveur Raspberry Pi qui n'est pas officiel, il faut aller ici, demander au site web d'autoriser les connexions non sécurisées. Ici, Insecure Content, Allow. Et en autorisant ça, ça veut dire que je peux utiliser des Raspberry Pi non configurés qui ne sont pas officiellement sur Internet. Bon, maintenant que j'ai fait ça, bah lui, il a pris la clé privée, il s'est connecté au Raspberry Pi, et là, il est connecté au Raspberry Pi. Ce qui veut dire qu'ici, si je fais ceci, on peut l'activer. Et vous voyez que dans la version qui est en ligne, parce que je ne l'ai pas mis à jour sur mon Raspberry Pi, j'ai aussi ceci. Tada! Donc ça, on va pouvoir interagir depuis le site web sur le jeu. Si on veut augmenter le nombre de temps, on clique ici. Ça va envoyer 602. 602, il va arriver dans In. Dans In, il va être diffusé là-bas. Il va dire, est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire 602? Et si on voit dans Game Time, on peut voir que lui, il va recevoir ici la donnée et il va la changer. Parce que j'ai dit que 602, ça veut dire qu'on change le temps en 120 secondes. Vous voyez ici 120. Si je veux que le jeu il dure 10 minutes, je clique ici. Et soudainement, il dure 600 secondes. Et donc, on est à 33% du temps de jeu. Si je veux redémarrer le compteur, je fais... je me souviens plus c'était lequel. C'était... Reset timer. C'était 600. Et 600, je crois que je ne l'ai pas mis dedans. On va envoyer 600. Hein. 600. On pousse. Voilà. Le truc est envoyé. Il est réceptionné. Dans Game Time, il a remis tout à 0. Et il est reparti à 0 pour 600 minutes. 600 secondes. Tada! Donc ça, c'est la façon dont on interagit pour pouvoir interagir de l'extérieur vers le jeu. Mais le jeu, lui, doit pouvoir interagir aussi avec l'extérieur. En gros, ici, ce qui se passe, c'est que vous pouvez constater que dans la scène de démo, j'ai différents trucs ici. Vous voyez, on a un scénario où l'air manque et il faut la fixer, un scénario où il y a un trou, il faut la fixer, un scénario où il y a un bouclier qu'il faut réparer, etc., etc. Une destination à calculer. En gros, il y a plein de choses qu'on pourrait faire dans ce vaisseau. Et ici, vous pouvez voir par exemple que j'ai un script qui s'appelle, qui est en démo, hein, Win or Fail Condition. Donc si jamais la condition d'échouer ou de réussir est remplie, on va envoyer un message vers l'extérieur pour lui dire ceci est arrivé. Donc vous voyez ici, le complete, c'est si jamais on a réussi à réparer le moteur. Donc j'active le moteur. Lui, il détecte donc que la condition elle a été remplie. Il envoie 30 001. Et si on va sur le Raspberry Pi, il a reçu le 3001. Donc tout le monde a reçu le fait que cette mission
qui était de réparer les propulseurs a été résolu par au moins des joueurs. Donc là, on va pouvoir agir en conséquence et dire à tous les joueurs, c'est bon, le propulseur il est réparé et changer l'objet 3D dans un propulseur qui est réparé. Tant qu'un seul des joueurs l'a fait, tout le monde l'a fait. Et ici, le moniteur de la partie va pouvoir voir que quelqu'un a réussi à réparer le moteur. Donc, il suffit maintenant de dire si on reçoit ce chiffre-là, tu affiches un moteur ici à l'écran, et le moniteur qui regarde la partie en cours va pouvoir savoir que le propulseur a été réparé. C'est un système dont il n'y a pas d'administrateur, c'est-à-dire que c'est un jeu où on se base sur la confiance. Donc on se base sur le fait qu'il n'y aura pas un hacker qui va hacker le jeu et qui va envoyer des entiers à la place de l'administrateur, et qu'on ne va pas laisser accès aux chiffres aux joueurs. Donc basé ici, ce type de gameplay demande un minimum de confiance dans les joueurs. Si jamais le moteur il meurt, vous voyez ici j'ai moteur is still there. Donc ici on a une condition d'échec, fail condition. On a le 40-01 et il dit si celui-là disparaît, on envoie une condition d'échec. Hop, donc je le désactive le moteur. La condition d'échec, elle est remplie. On envoie le 40-01 et on reçoit le 40-01. Ce qui se passe, c'est que ici, il va falloir que vous preniez une décision de savoir où vous mettez l'administrateur. Soit vous mettez l'administrateur sur un seul des joueurs et tant mieux. Soit vous mettez l'administrateur sur le Raspberry Pi en Python ou en JavaScript pour dire bah, si je reçois ça, je mets fin à la partie. Et donc du coup, l'administrateur du réseau, donc soit une petite application Unity qui tourne, soit le JavaScript, soit du Python, il va dire bah, si je reçois ce numéro-là, c'est que la partie est terminée. Parce qu'il y a eu une condition de défaite, le propulseur a échoué, on envoie un message à tout le monde, vous avez perdu. Donc vous envoyez un numéro qui dit bah, tout le monde a perdu. On affiche la raison pour laquelle ils ont perdu, hein, vu qu'ils ont reçu ce chiffre-là. Donc là, il n'y a même pas besoin que l'administrateur le fasse, c'est juste tout le monde va recevoir ce chiffre-là. Donc on peut afficher vous avez perdu car le propulseur, le moteur est mort. Vous rechargez la partie. Et alors pour recharger la partie, soit vous le faites automatiquement chez tout le monde parce qu'ils ont reçu ce message. Du coup, là, pas besoin d'administrateur. Soit vous avez l'administrateur qui lui va dire bah, j'envoie la condition de recharger le niveau. Et donc ici, vous voyez, j'ai mis en exemple un petit load scene ici. Et dans ce load scene, on peut dire bah, si jamais le joueur m'envoie le numéro 101, on va redémarrer le jeu en cours dans le lobby. Enfin, on va redémarrer le jeu. Si on m'envoie 102, on va juste mettre une fin de jeu et les mettre dans une scène qui correspond à une fin de jeu. Genre, vous avez perdu, merci d'avoir joué. Il faudrait un quatrième qui est Endgame Victory, qui dit bah, si vous avez gagné, on aura cette fin de jeu et donc on aurait le vaisseau tout gentil avec ce qu'il faut. Le truc, c'est que l'endroit où vous voulez vraiment renvoyer vos joueurs, c'est dans le lobby de sélection. C'est de leur dire bah, maintenant vous avez fini la game, désolé, choisissez votre joueur pour la partie suivante. Et une fois que les joueurs ont choisi la partie suivante et que tout le monde est prêt, il suffit de renvoyer 101 pour recharger le niveau dans lequel ils devront être. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que le chargement de niveau, ça veut dire qu'on doit détruire et supprimer des trucs. Mais en tout cas, le principe de base est là. Et donc, voilà. Donc, par exemple, ici, vous voyez, si je vais ici et que je tape 101, on peut voir que dans la console du jeu, il est mis chargement du niveau Start Game Lobby. Et ici, il y a une erreur qui dit bah, elle n'existe pas, donc j'ai pas pu la charger. Mais en tout cas, on a essayé de la charger. Si je mets 102, il essaye de fermer le lobby. Et donc, voilà. Si je clique sur 301, pouf, il envoie normalement dans le truc. Et donc, voilà, vous avez un petit peu le principe. Ça marche aussi pour l'audio, hein, si vous voulez faire un wololo, ou si vous voulez envoyer du Rickroll, ou faire un Gordal Sax sur tous les PC. Admettons que vous avez 20 ordinateurs et que vous voulez faire un Gordal Sax avec les 20 ordinateurs. Faites juste une petite application Python ou JavaScript ou Unity qui, quand il reçoit cet entier, va lancer la vidéo Gordal Sax. Et en cliquant ici sur le numéro 7, vous allez normalement lancer la vidéo qui s'appelle Gandalf Sax. Qui est celle-ci. Sur ce, c'est la fin de cette présentation de Upin.io. Je vous souhaite un bon amusement, un bon code à vous tous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous êtes passionné au fait d'avoir vu cette vidéo et que vous voulez le tester vous-même chez vous,
n'hésitez pas à me contacter sur Discord et je vous aiderai à mettre ça en place chez vous. C'est un projet qui me tient à cœur, qui s'appelle Upint.io, sur lequel je vais travailler toutes les années qui viennent de ma vie. C'est le fait de pouvoir partager des entiers pour faire du QA testing, du remote control, de l'IoT, du jeu vidéo multijoueur. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet-là, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite un très bon code à tous. Une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao.